Bonjour et bienvenue pour nos visioconférences Regards croisés sur l'autisme. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le professeur Michael Kissine, spécialiste de la communication linguiste à l'université de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci à vous. Vous êtes professeur de linguisme à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Vous êtes aussi co-directeur avec Gaëtan Delens du groupe de recherche en autisme, le groupe de recherche ACT. Pouvez-vous nous dire quelles sont les recherches que vous faites, quels sont les types de travaux et quelles sont les dernières découvertes que vous avez faites? Eh bien, donc notre groupe de recherche, ACT, c'est un groupe de recherche interfacultaire et interdisciplinaire sur l'autisme. Donc, on essaye d'aborder l'autisme sous plusieurs facettes. Et pour faire ça, il faut des psychologues, il faut des logopèdes, il faut des linguistes. Et donc, on a des études sur différents aspects, beaucoup sur le langage. Dans l'autisme, c'est à la base ma spécialité, mais c'est aussi un aspect évidemment crucial dans le fonctionnement autistique et aussi dans le développement des enfants autistes. Et donc, en fonction des questions de recherche, on travaille avec des participants d'âges différents. Donc, par exemple, pour l'instant, on a une étude en cours qui est faite en collaboration avec Susa Mons, une étude de fratrie. Donc, on essaye de suivre des bébés à partir de 18 mois qui ont déjà un frère ou une sœur qui a un diagnostic d'autisme. Et donc, ces bébés ont une probabilité beaucoup plus élevée que des bébés dans d'autres fratries de recevoir plus tard un diagnostic d'autisme. Et du coup, donc, ce qu'on essaye de faire, c'est observer dès le plus jeune âge les vocalisations, la façon dont ces bébés vocalisent et prononcent leur premier son, leur premier mot, pour voir en fait si on ne peut pas détecter déjà dans la structure de vocalisation Des présignes. des présignes. Exactement. Et ça, c'est une étude qui est menée par une doctorante dans notre centre, Marielle Welland. Et toutes les informations en fait sur les études en cours ou à venir se trouvent sur notre site. Il suffit de taper actulb.be et vous trouvez. Actuelb.be. On mettra à la fin de la vidéo les contacts. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est des recherches assez pertinentes. Est-ce que ça n'avait jamais été fait auparavant, ça? Parce que ça me semble très Alors, logique maintenant que vous le dites, mais bon, j'ai alors en aucune fait, idée. il y a évidemment donc le but de la recherche sur l'autisme, c'est pas d'être le premier à trouver Non, pas la forcément, grande mais idée, mais en fait, la raison pour laquelle nous faisons ça, c'est qu'il y a en effet beaucoup d'études sur les fratries. En fait, c'est le meilleur moyen, c'est un des meilleurs moyens, en fait, plutôt de faire de la recherche sur les signes précurseurs du diagnostic. Mais ce qu'il y a, c'est que la plupart des recherches euh, se focalisent soit sur des comportements à un moment donné, soit essaie d'aborder les choses de façon quantitative, c'est-à-dire on va regarder, on va simplement compter combien il y a de vocalisations, combien il y a de mots, comment est-ce que les enfants interagissent avec leurs parents, par réagissent, exemple. interagissent et tout. En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est une approche beaucoup plus qualitative, donc en fait, qui prend du coup beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Donc en fait, la façon dont ça se passe, c'est que donc, notre doctorante envoie aux familles qui veulent participer une layette dans laquelle est cousu un microphone. Et ce microphone enregistre pendant 8 heures ce qui se passe autour de l'enfant et surtout ses vocalisations. Ouais. Et donc, à des intervalles réguliers de 3 mois, on fait ça, on récolte ces microphones. Et là, en fait, on fait une analyse vraiment beaucoup plus qualitative que ce qui a été fait avant. Donc, non seulement on va compter le nombre et le type de vocalisation, mais en fait, on va aussi regarder exactement quelles sont les productions, comment est-ce que les différentes productions vocales se diversifient, etc. Donc ça, c'est une recherche en cours. Et ça, c'est vraiment les recherches sur les tout petits.
Alors, on a fait beaucoup d'études sur des enfants un tout petit peu plus âgés, de 3 à 5 ans. Et là, je dois dire que c'est vraiment une originalité, enfin une force de notre centre, c'est qu'on travaille avec ces enfants qui sont en fait souvent, dans l'autisme, à ce moment-là en tout cas, peu verbaux. Donc, ils ont souvent peu de langage. Alors, en fait, quand, quand vous prenez des enfants autistes entre 3 et 6 ans, euh, environ la moitié, même plus que la moitié, n'ont pas beaucoup de langage à ce moment-là, pas beaucoup de langage expressif. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre eux vont développer du langage. Et il y a deux observations importantes par rapport à ce fait. La première, c'est que donc, en fait, des enfants jeunes non-verbaux constituent une proportion extrêmement importante des enfants autistes. Vous dites Seulement, 50%. Vous avez des chiffres là-dessus? En moyenne, ça peut être alors 40%. il y a énormément d'études en fait Oui. quantitatives, et donc on estime c'est entre 50 et 70% en fait Ah des oui, c'est enfants énorme, c'est qui énorme. ont un délai dans l'apparition du langage. C'est en fonction des études. Alors, en fait, quand vous regardez les études comportementales sur l'autisme, une grande partie de ces études, une très très grande partie de ces études, en fait, se concentre surtout sur des enfants plus âgés et verbaux. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, de faire Eh des oui. études expérimentales avec des enfants qui parlent. Mais donc, en fait, ça veut dire que la partie du spectre des enfants qui sont non-verbaux est sous-représentée pour l'instant dans la littérature scientifique, dans les recherches scientifiques. C'est en train de changer. Mais donc, c'est très important de faire des études sur ces enfants-là. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est parce que, comme je viens de dire, il y a beaucoup d'enfants autistes chez qui le langage apparaît avec un retard considérable, donc entre 3 et 6 ans. Mais en fait, beaucoup de ces enfants résorbent le retard, plus ou moins. Et donc, vers 6 ans, vous allez avoir, pardon, vous allez avoir beaucoup d'enfants qui avaient pas ou peu de langage à 3 ans, mais qui en fait ont acquis du langage à 6 ans. Un des grands défis pour l'instant, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que certains enfants vont se mettre à parler et certains autres ne vont pas se mettre à parler ou vont atteindre un niveau de langage beaucoup plus bas. C'est évidemment, c'est Un un défi. mystère. Oui, c'est un Ouais, c'est mystère. pas un mystère, il y a plusieurs indications, mais on ne sait pas encore très bien. Et je pense que c'est très important de se dire qu'il n'y a pas une trajectoire, il n'y a pas un type Oui, il de... n'y a peut-être pas une seule raison, quoi, en fait. Il n'y a pas une seule raison, il y a sans doute plusieurs sous-groupes différents chez qui les facteurs prédictifs sont différents. Et donc, on a fait quelques études, on utilise beaucoup l'eye tracking, en fait, avec cette population. Donc, Vous pouvez rappeler un petit peu aux internautes qui nous regardent, c'est quoi le eye tracking? donc en Si fait, on n'est l'eye pas au tracking, courant. donc l'oculométrie, c'est une méthode qui consiste à enregistrer le comportement oculaire, donc les trajectoires des yeux, face à certains types de stimuli, à certains types de vidéos. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, la façon de traiter l'information de façon visuelle est une fenêtre extrêmement précise et Oui. intéressante sur les processus cognitifs. Et donc, en fait, cette méthode est particulièrement adaptée, évidemment, pour des jeunes enfants et des jeunes enfants autistes. Parce que, en fait, on ne doit pas nécessairement leur faire passer des tâches où il y a des instructions compliquées. En fait, ce qu'on leur demande, c'est simplement de regarder une D'observer. vidéo, une série de vidéos sur l'écran. Et dans ces vidéos, il y a certaines caractéristiques. Et par exemple, il y a des bouches qui parlent d'une façon ou d'une autre. Ah oui, là, il y a une vidéo sur votre site, je pense, qui explique tout ça de Oui, manière… alors en fait, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est qu'on essaie de faire, après chaque étude, on essaie de faire une vidéo informative elle est pour les excellente. participants, qui explique un peu ce qu'on a fait. Donc, en fait, par exemple, il y a une étude de ce type-là et vous trouverez plus d'informations, en effet, sur notre site Oui, tout à euh, fait. euh, actulb.be. Mais donc, on utilise pas mal de eye tracking et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se lancer au mois de juillet dans une grande étude longitudinale. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
recruter le plus grand nombre possible d'enfants autistes entre 3 et 4-5 ans. Et on va les suivre pendant 3 ans. 3, 4, 5 ans, enfants autistes, Oui, peu ou pas vers... peu importe. En fait, on Tout essaie de... azimut. Oui, on 3 essaie de... ou 4, Donc, pas en plus fait, âgés. pas plus âgés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer, en suivant les enfants, donc on va suivre leur développement linguistique, mais aussi le développement d'autres capacités euh, qui pourraient en fait expliquer, certaines de ces capacités pourraient expliquer comment les autistes acquièrent le langage de façon un peu différente des enfants qui ne sont pas autistes. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir un très grand échantillon. Pourquoi? Parce que justement, on veut avoir la plus grande diversité des trajectoires développementales du langage. Alors, si un parent nous regarde et nous écoute et a un enfant et qu'il souhaiterait participer à ces recherches pour justement faire progresser et mieux connaître l'autisme, comment peut-il vous contacter? Dites-nous. Alors, il y a, il y a pas mal d'informations. Il y a un formulaire d'inscription sur notre site ULB, Oui. donc act.ulb.be, où, .ulb.be, OK. ses parents peuvent me contacter, moi par exemple, et donc à mon adresse email, c'est On le mettra en dessous. mikhail.kissim@ulb.be. OK, on le mettra en dessous de la vidéo. Donc, si vous êtes parent d'enfants de 3 ou 4 ans et que vous voulez participer à ces recherches, ben, c'est très important pour nos enfants et pour l'avenir de nos enfants et pour les autres à venir. Ben, je vous invite à prendre contact avec le professeur Kissine et l'équipe ACT ou éventuellement avec Autisme en Action qui servira de relais. On compte sur vous. Merci beaucoup. C'est très important la recherche. C'est très Quand on gentil. voit tous les progrès qu'il y a eu ces dernières 20 années, je pense que vraiment, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, effectivement. Je vous remercie. C'est en effet, c'est gentil de relayer notre appel. C'est Oui, vraiment très important. oui. Donc, On le ce qu'il ne fera et on faut le pas dans refera. l'autisme, c'est de tirer des conclusions hâtives ou d'essayer de mettre tout le monde dans le même moule. Et donc, pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir des grands groupes. Et justement, et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous de faire des études longitudinales. Alors, c'est toujours compliqué à mettre en place, ça coûte beaucoup plus d'argent parce qu'il faut des gens qui suivent les enfants. Mais ce qui est important, c'est pas seulement le comportement d'un enfant à un instant T, c'est son développement. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de pouvoir dire, ah, mais tiens, si on compare un enfant autiste de 3 ans à un enfant non autiste au même âge, ils vont avoir certaines différences. Ce qui nous intéresse, c'est aussi voir comment les trajectoires peuvent être différentes. Et ça, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec mon collègue Arnaud Destrebec dans la faculté de psychologie ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, Arnaud est spécialisé dans ce qu'on appelle l'apprentissage, les mécanismes d'apprentissage statistique et implicite chez les très jeunes enfants. Donc, en fait, c'est une façon d'apprendre de l'environnement, et notamment le langage, en observant les régularités de ce qui se passe. Et donc, en fait, une de nos hypothèses, c'est que peut-être pour certains enfants autistes, ce sera en fait leur force et leur moyen d'accéder au langage. Ça ne m'étonnerait pas, hein, en ayant vu quelques enfants, ça m'interpelle ce que vous me dites, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je voudrais juste vous demander, c'est des recherches qui doivent se faire exclusivement sur le territoire belge ou des enfants des pays limitrophes comme le Luxembourg ou la France peuvent participer? Oui, tout à fait. Alors, des enfants, des résidents français ou luxembourgeois peuvent participer. On essaie d'avoir une certaine homogénéité au niveau du langage, donc on ne va pas prendre des enfants qui vivent, qui Qui ne grandissent dans parlent pas l'environnement français allemand. couramment, je comprends parfaitement. Mais ceci dit, on n'exclut pas du tout des enfants qui seraient bilingues ou qui évolueraient dans un environnement multilingue. Au contraire, ça c'est aussi un des autres axes de notre recherche. En fait, le multilinguisme, c'est la réalité d'un très très grand nombre de familles
d'enfants avec enfants autistes ou pas d'ailleurs. Et donc, c'est très important en fait de se baser sur cette réalité-là et pas de faire une idéalisation du développement du langage dans un environnement monolingue nécessairement. Donc ça, c'est des recherches qu'on mène sur un âge intermédiaire. Des enfants un peu plus âgés, là, il y a un projet en cours, enfin, qui va plutôt commencer sur la mémoire et la consolidation, qui est un projet qui implique beaucoup plus de mesures neuronales. Et ça, c'est coordonné plutôt par Gaëtan Deliens. Et je C'est la pour des laisse. adolescents ou des, Non, ou des enfants ça, c'est pour des enfants de 7 à 9 ans. de 7 à 9 ans? Mais ça, il faut regarder sur notre site. On va les L'appel voir. l'appel à participants pour ce projet-là n'est pas encore ouvert, mais il va être bientôt Oui, oui, ouvert. tout à fait. Et alors, il y a un axe qui est très intéressant, qui a été initié en grande partie par Philippine Guéland, qui a fait sa thèse dans notre centre de recherche et qui maintenant est chercheuse postdoctorale FNRS, toujours dans notre centre, et qui est celui du genre. Donc, d'essayer de regarder est-ce qu'il y a des caractéristiques différentes chez les femmes autistes et chez les hommes autistes. Et il y a un nouveau projet qui va commencer au mois de juillet, qui va être mené par Marie Bélanger, qui va commencer sa thèse sur ce projet avec le soutien de la Fondation, du Fonds de soutien à Marie-Marguerite Delacroix. Et ce que Marie va regarder, c'est est-ce que la transition vers l'adolescence, en ce qui concerne justement la pragmatique, c'est-à-dire l'utilisation du langage dans le contexte, se passe d'une façon différente pour les garçons que les filles autistes. Là, l'appel pour la participation va aussi être bientôt ouvert. Et si vous avez des questions, sur notre site actulb.be. Et nous, on relayera sur les réseaux sociaux et autres, et dans nos groupes de communication sociale, 10-14 ans, c'est une population que nous accueillons régulièrement, donc on passera l'info auprès des parents. C'est gentil. Merci beaucoup. Et alors, enfin, on a des études en cours qui ont été terminées il n'y a pas longtemps sur des adultes autistes. Et là, il y a vraiment plusieurs axes de recherche. Il y a une série d'études qui a été finalisée par Elise Klein, qui a aussi fait la même chose avec les enfants, en fait, qui mesure différents aspects liés à l'anxiété sociale et à l'alexithymie chez les adultes autistes et dans leur traitement du langage. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est non seulement d'essayer de comprendre en quoi la façon de parler d'une personne autiste peut être différente, mais aussi qu'est-ce que ça peut entraîner comme perception chez les autres autistes et chez les neurotypiques. Et ça, c'était en partie le sujet de thèse de Philippine Guéland, dont j'ai déjà parlé. Oui. Et il y a un autre projet qui est en cours. Et pour ce projet, Philippine recherche des participants autistes adultes. Par exemple, ce que Philippine a montré dans sa thèse, c'est qu'il y a des particularités relativement fines qui rendent le discours, la façon de parler des adultes autistes atypique. Et en fait, quand vous présentez des enregistrements de personnes autistes ou de personnes non autistes à d'autres personnes autistes ou d'autres personnes non autistes, sans qu'ils sachent qu'il s'agit d'une étude sur l'autisme, tout le monde va détecter quelque chose d'atypique dans la façon de parler des autistes. Donc, en gros, et les autistes et les non-autistes trouvent que les autres autistes, ont une manière particulière. Une manière particulière de parler. Alors, ça, c'est une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, c'est que dans son étude, Philippine, et dans sa thèse, Philippine a aussi demandé aux gens de juger sur base de cet enregistrement si ils pensaient
pouvoir devenir amis, par exemple, avec la personne qui parlait, donc qu'ils entendaient. Donc, en gros, ce qu'elle demandait, c'était de poser un jugement sur la personne, plus sur la façon de parler, mais vraiment sur la personne. Et là, les résultats sont très intéressants parce que là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les personnes non autistes vont donner des jugements plus bas quand il s'agissait d'enregistrement de personnes autistes. Les autistes, pas du tout. Donc, en gros, pourquoi est-ce que c'est important? Ça veut dire que il y a des atypicalités, des façons de parler qui distinguent les personnes autistes des autres et qui sont perceptibles par tout le monde. Tout le monde trouve ça peut atypique. s'en rendre compte. En revanche, les personnes autistes ne vont pas du tout poser un jugement négatif sur la personne à cause de ça. Pour les personnes neurotypiques, ça peut être une Un source jugement, un rejet. une source d'une impression intuitive plus négative. Donc, personne ne savait que c'était une étude sur l'autisme. Hein, donc, et donc, ça, c'est très important parce que c'est très important de comprendre, en fait, quels sont les mécanismes et les mécanismes des deux côtés, en fait. Des deux côtés. Des deux Est-ce que côtés. les personnes autistes savaient qu'ils devaient voir si la personne était autiste ou autre chose? Non, on ne leur demandait pas du tout ça. Et en fait, on ne parlait pas d'autisme. On leur disait, voilà, vous entendez un petit extrait audio, et donc, et les questions étaient du genre, est-ce que vous trouvez que les réponses sont pertinentes? Est-ce que vous trouvez que le discours est cohérent? Et puis, il y avait 2 ou 3 questions du type, est-ce que vous pensez que vous pourriez être ami avec cette personne de 1 à 7? Mais aussi, en parallèle, aussi sur des adultes autistes, donc, on se pose d'autres questions qui sont des questions plutôt de la façon dont ces personnes traitent l'information. Et donc, quels sont les mécanismes de perception du monde? Là, on ne parle plus nécessairement du langage, quoique. Et là, c'est une autre thèse en cours dans notre centre, qui est une thèse par Fanny Papastamou, qui s'intéresse à ça. Donc, en parallèle avec Philippine, donc les adultes qui veulent participer à une étude peuvent participer à l'autre. Là, ce sont des courtes tâches où on essaye de voir qu'est-ce qui distingue vraiment l'organisation de l'information au cours de l'apprentissage. Et là, c'est important de préciser qu'on ne cherche pas un déficit dans l'autisme. En fait, on cherche vraiment une autre façon de fonctionner chez certains. Comment il traite l'information et comment il la restitue, comment il la comprend? C'est vraiment la façon dont le chemin. Oui, donc en fait, il y a plusieurs types de processus qui font qu'on acquiert de l'information, que vous savez comment il faut réagir, comment vous traitez le monde autour de vous, le monde visuel. Donnez-moi un exemple concret, excusez-moi, je fais donc, par exemple, donnez-moi un exemple concret. L'exemple concret, c'est simplement, si vous voyez une image, ça c'est un exemple classique, est-ce que vous allez plutôt voir l'image dans son ensemble ou est-ce que vous allez plutôt vous focaliser sur les détails? Si vous voyez une séquence d'événements, est-ce que vous allez être capable de voir la structure, qu'est-ce qui lie ces événements ensemble? La construction, ok. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'il y a, c'est que si je ne veux pas non plus donner trop d'exemples parce que sinon… Non, il ne faut pas influencer, d'accord, mais c'est plus compréhensible. Excusez-moi, j'ai parfois du mal à… J'ai besoin de visualiser quelque peu. Et donc, voilà, on est aussi intéressé vraiment par la façon de percevoir le monde. Est-ce que la perception du monde est différente? Et ça, c'est exclusivement pour des adultes ou des enfants, des ados et des adultes? Il y a un volet pour enfants qui va être entamé, mais pas tout de suite. Mais le volet adulte va se dérouler, si tout va bien, dès l'été. Et dites ces recherches, parce que en fait, moi, je trouve que tout est passionnant. Hein. Donc, ça prend combien de temps? Vous mettez quoi, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? Où est-ce qu'on peut aller les trouver?
les résultats? Où est-ce qu'on peut aller voir, par exemple, ce qu'a fait déjà Gaëtan, ce qu'a déjà fait Élise, Alors, ce serait intéressant qu'on puisse avoir donc, accès à tout ça. donc, il y a deux façons de voir les résultats. Donc, comme j'ai dit, tout d'abord, on essaye de faire, on essaie de le faire presque systématiquement. Parfois, ça met plus de temps, mais on fait des petites vidéos explicatives qui sont sur notre site web. Mais aussi, évidemment, euh, tout- toutes nos études, tous nos résultats enfin, on essaie de les publier dans des revues internationales euh, du plus grand niveau, les plus prestigieuses. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est pas parce qu'elles sont prestigieuses que c'est important. Ce qui est important, c'est que plus vous êtes dans des revues internationales de haut niveau, plus les exigences sur la rigueur de la méthode, du contexte de l'étude, sur les considérations éthiques et sur l'analyse des résultats sont élevées, plus ces exigences sont élevées. Donc, c'est pour ça Donc, que c'est c'est très un important. gage de qualité et de Alors, sûreté, c'est un gage de qualité, ça ne veut pas dire que c'est un gage du fait qu'on ait raison. de 100% vérité. Voilà. La science ne cherche pas du tout à avoir raison. On émet des hypothèses, on les teste, et c'est comme ça qu'on évolue. Et certainement qu'il y a des choses qu'on pensait être justes Oui, euh, oui. il y a quelques mois. Professeur, est-ce que là, quand vous faites des recherches, est-ce que, bon, vous avez une équipe formidable, super complète et super investie, motivée, mais est-ce qu'il arrive aussi que vous travaillez avec d'autres chercheurs? Est-ce que vous avez un regard croisé, comme est la thématique de notre sujet, sur une même recherche? Est-ce que vous faites des recherches ensemble en même temps, avec, sur un même sujet, mais de manière différente ou pas? Alors, en fonction des sujets, donc, tout d'abord, on essaye de vraiment fédérer la recherche euh, en Belgique francophone. Je pense que la Belgique francophone est trop petite pour que chacun fasse des recherches de son côté. Donc, c'est pour ça que, par exemple, on a cette recherche sur les fratries est faite en collaboration avec les SUSA. On a un autre projet en cours sur des enfants qui apprennent autistes, qui apprennent des langues juste en regardant YouTube, parce que ça Ah, on les en a intéresse. quelques-uns qui sont assez étonnants, qui parlent, ils sont parfaits bilingues anglais-français, puis on a même le japonais, quoi. C'est Eh assez bien, étonnant, hein. c'est vraiment un sujet qui Et avec m'intéresse. une facilité déconcertante, je dois avouer. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on trouve, en tout cas pas fréquemment en dehors de l'autisme, et c'est relativement pas décrit. En fait, personne ne s'intéresse réellement à ce sujet pour l'instant. Et donc si vous avez des enfants de ce Ah ben, profil-là, si vous êtes, hein, que vous on nous en a regardez, quelques-uns vous à pouvez nos me ateliers. contacter. Chez les ados, on en a quelques-uns. C'est assez étonnant. Et nos jeunes enfants de 10, 12 ans, et on est très, très interpellés par ça, hein. Parce Et donc, qu'ils ont un bon niveau et ils n'ont pas d'accent, enfin, ils ont le bon accent, c'est ça qui est étonnant, quoi, Mais qui donc, est en interpellant. fait, parce Oui. que c'est un sujet extrêmement intéressant et important, pas seulement pour l'autisme, mais vraiment pour notre compréhension de ce que c'est le langage humain et la façon dont on peut l'acquérir. Et donc, ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous intéresse. On a documenté des cas comme ça, mais pas dans une revue scientifique, pas en Belgique, mais en Tunisie, où il y a des enfants qui euh, utilisent l'arabe, entre guillemets, classique, en fait, Tout à fait. qui n'est utilisé que à la télévision. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que cette étude en Belgique, on l'amène de concert avec Anne Gens de l'UCL, donc de l'Université catholique de Louvain. Donc, on essaie de bâtir des collaborations euh, en Belgique. Alors, évidemment, on collabore évidemment avec des collègues des centres de référence, donc dans les hôpitaux, mais on a aussi toute une série de collaborations internationales. On fait partie d'un réseau international qui s'appelle l'ACA, qui est un réseau sur le développement du langage dans l'autisme. Et récemment, on a intégré aussi un autre réseau qui s'appelle U21, qui est un réseau de plusieurs universités. Il y a une université euh, britannique, une université américaine, une université japonaise,
et une université australienne, si je ne m'abuse. Et là, l'idée de ce réseau, c'est de faire de la recherche sur des adultes autistes, mais aussi avec eux. Et donc, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer d'intégrer les personnes autistes dans le processus de la recherche. Et donc, et puis, on a d'autres collaborations internationales en fonction des études, en fonction des expertises requises et aussi de nos connaissances. La professeure, vous avez devancé une question que j'allais vous poser. Justement, on voit que le professeur Motron a intégré dans son équipe des chercheurs à un profil atypique des personnes autistes et il en vante les qualités et il dit clairement que s'il n'avait pas eu dans cette équipe-là des personnes de ce profil-là, il n'aurait pas réussi à avoir les résultats qu'il a maintenant. C'est un travail de concert avec tous les chercheurs, mais c'est très intéressant. Qu'en est-il dans votre équipe? Est-ce que vous avez des personnes? Est-ce que vous souhaitez en avoir? Est-ce que... Alors, nous aimons, en fait, c'est une question Je la lance. non, mais c'est une question très compliquée. Alors, évidemment, on aimerait beaucoup intégrer les personnes autistes dans notre équipe et Laurent Motron a tout à fait raison de vanter ce modèle-là. La seule difficulté, c'est une difficulté financière, en fait. Pourquoi? C'est parce que donc, le monde de la recherche scientifique est cruellement sous-financé en Belgique. Et c'est pas toujours facile d'obtenir des financements, par exemple, pour faire une thèse. Et donc, et moi, je refuse à ce que des gens travaillent gratuitement. Surtout, Ah, ça c'est tout à votre honneur, ça change, parce que les personnes autistes, les pauvres, c'est rare. et donc, et donc, en fait, c'est une question à laquelle on réfléchit beaucoup en équipe. Maintenant que, bah, en fait, c'est une jeune équipe. On l'a créée en 2015 à partir de rien. Maintenant qu'on a un tout petit peu de solidité, on réfléchit à comment on pourrait intégrer et accueillir des chercheurs, des chercheurs autistes. Mais Ils sont diplômés déjà dans la recherche, hein, des neuropsychologues, et donc, en vraiment fait, des spécialistes, mais qui ont aussi le diagnostic. Ça pourrait être intéressant. tout à fait. Mais en fait, en fait on doit pouvoir le faire en faisant bénéficier les Tout à gens fait. des mêmes conditions financières que les autres. Et donc, euh, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc, un appel aux dons hein, à ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, c'est toujours le bienvenu. Et C'est un peu vraiment, on comme ça. soutient toute initiative qui peut permettre C'est un peu comme ça. d'apporter des solutions pour la recherche. C'est très important. Ouais. Mais donc, ouais, évidemment, c'est un point très important. Mais aussi, on essaye, donc, on a un centre qu'on a ouvert il y a 2 ans qui malheureusement reste un peu vide parce qu'il était destiné à accueillir des familles pour faire des études. Bon, maintenant, on ne peut pas faire des études sur le site de l'ULB, évidemment, parce que à cause de la pandémie, mais aussi ce centre est ouvert, par exemple, aux étudiants et étudiantes de l'ULB qui sont autistes, qui ont besoin d'endroits où se réfugier, Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, à l'ULB, les personnes autistes qui y sont ont la possibilité d'aller dans vos locaux et je dois dire qu'ils sont magnifiques et vraiment adaptés, vraiment autiste-friendly, comme on dit. Et donc oui, c'est ça, ça a été pensé. Ouais, tout à fait. Ça, je ne savais pas. Donc, ça, c'est important de le dire parce qu'on a quelques étudiants à l'ULB et je ne savais pas qu'ils avaient cette possibilité. C'est très Normalement, ils sont intéressant. informés Oui, il par faut ça. demander Bon, une autorisation, mais bon, voilà. C'est important de savoir que c'est une oui, possibilité qu'il y a. bon, maintenant, évidemment, la pandémie fait que tout est beaucoup plus On compliqué. arrive tout doucement à la fin. C'est hyper passionnant, hein. Donc, moi, j'ai maintenant envie d'aller voir et je pense que je ne serai pas la seule à aller faire toutes les recherches sur tout ce qui a été publié et puis pour la suite. Maintenant, avec le recul que vous avez, ça fait quand même pas mal d'années que vous travaillez dans le monde de la recherche et de l'autisme. On voit que chaque jour, il y a des choses qui progressent et tout.
Quelle est votre vision aujourd'hui, la définition de l'autisme que vous donneriez pour clôturer cette rencontre? Alors, je pense que justement, un des grands défis du champ de recherche maintenant, c'est de s'accorder en fait sur la façon de définir l'autisme. Il y a deux façons, deux manières de définir l'autisme. L'une, c'est de dire c'est un ensemble de traits, c'est un faisceau qu'on trouve qui s'estompe graduellement, donc on trouverait des traits autistiques chez des personnes non autistes. Donc en fait, ce n'est pas une catégorie claire au sens classique. L'autre est beaucoup plus classique, c'est de dire qu'en fait, il y a vraiment une catégorie euh, euh, diagnostic nosologique, autisme. Il y a des personnes qui sont autistes et puis les autres ne sont pas autistes. La Alors, fameuse histoire de l'île, vous voulez dire, la fameuse non, île c'est dans vraiment le une manière cœur de de concevoir les l'île. choses. Alors, je pense qu'il y a des arguments pour les deux. Il y a des arguments sociaux qui relèvent même pas de la vision scientifique pour les deux. Je pense que, indépendamment de ça, il faut reconnaître le dilemme. Le dilemme est le suivant, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées autistes et c'est une bonne chose pour ces personnes-là, mais ça entraîne aussi une plus grande hétérogénéité du spectre. Donc ça entraîne une beaucoup plus grande variation sur ce qu'on conçoit être l'autisme. Alors je pense que et ça c'est mon opinion, qui est notamment celle aussi défendue par d'autres chercheurs, hein, euh, euh, c'est que on ne doit pas se résigner à se dire, ah ben, au fait, tout le monde est un peu autiste ou tout le monde est très différent parce que même si tout le monde est différent, il y a quelque chose à apprendre sur l'autisme. Mais ce qui est possible, c'est qu'il existe des différents sous-groupes. Et il faut essayer de savoir comment est-ce que ces sous-groupes sont constitués dans l'autisme. Donc, qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et ça, c'est pour moi le pas maintenant qui va être franchi. Oui, c'est un gros questionnement que beaucoup de personnes se posent et c'est des grands débats sur les réseaux et dans les groupes. Et donc, je pense qu'on a une ou deux vidéos où on en parle, où Joseph Chevanec avec Marco Di Duca, je vous invite à aller les revoir, où justement on parle de ces deux regards très différents et tout. Et c'est très intéressant, tous les deux disent des vérités. Et donc, toute la difficulté est de trouver la juste mesure et en même temps ouverture. Moi, j'ai juste une dernière question puis on arrête. Si on prend toute une population, on prend tous les hommes de 25 ans en Belgique, et si on prend toutes les femmes de 25 ans en Belgique, et qu'on les teste, vous pensez que le pourcentage, avec les tests actuels, hein, avec tout ce qu'il y a maintenant, est-ce que vous pensez que le pourcentage serait toujours du 1%? Alors, en fait, je ne veux pas répondre à votre question directement parce que je pense que ce qui définit l'autisme, ce n'est pas un test. En fait, Ce n'est c'est pas ça. les tests, c'est tout un ensemble de choses, on est d'accord? Donc, en fait, si votre question, c'est si chaque personne adulte passait Un bilan, un un bilan. bilan. Parce qu'il n'y a pas que des tests, il y a aussi des interviews, des regards croisés avec les différents spécialistes. Donc, Alors, ça dépend. Je dirais que si les critères sont ceux qu'on utilise aujourd'hui, ouais. alors je pense que la prévalence va être plus ou moins pareille. Un bilan ne se fait jamais que. Alors, il y a l'expérience des cliniciens. Il y a beaucoup de cliniciens expérimentés, dont moi je ne fais pas partie, ont des impressions assez rapides sur un sous-ensemble de personnes. Ils savent dire directement, en fait, là c'est clair, ça va être un diagnostic d'autisme. C'est ça il y a quelque chose qui arrive avec l'expérience. Mais il y a aussi des cas où le diagnostic est beaucoup moins clair au début. Alors, moi, je C'est pense plus que… évident sur la Oui, longueur. et donc, si on utilise les critères qui sont utilisés actuellement,
je pense pas qu'il y ait une raison de croire que la prévalence augmente, vu que normalement les chiffres de la prévalence, alors, on n'a aucune idée hein, de la prévalence en Belgique, hein, parce qu'il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de. C'est parce que quand on avait interrogé M. Marco Di Duca, il nous disait qu'il y a quelques années, au CRA, le Centre Ressources Autisme Liège, il y avait à peu près X diagnostics par an qui étaient faits et maintenant c'est en augmentation. En même temps, il y a une demande recrudescente. Il y a plus de 850 personnes en liste d'attente et des années d'attente. Donc, la question qu'on se posait, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des cas. Effectivement, il y a une augmentation de demande avec toujours ces fameux mêmes critères de diagnostic. Et diagnostic, ce n'est pas que des tests, effectivement, c'est aussi des échanges, c'est aussi beaucoup d'entretiens. Mais voilà, je me posais la question s'il y avait un changement, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de demandes, et Autisme en Action, on en reçoit de jour en jour des personnes qui souhaitent être accompagnées. Et je sais que c'est impossible, hein, mais je me dis, quand je vois déjà qu'il y a 15 ans d'attente dans les centres de diagnostic adultes, mais ça serait peut-être une recherche test à faire. Voilà. Mais Je suis curieuse de donc, voir. donc clairement, alors, le fait qu'il n'y ait pas assez de ressources de diagnostic pour les adultes, c'est un scandale, c'est sûr. Et c'est Ah pas du ouais. tout de la faute, c'est pas du tout de la faute des personnes Ah non, 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 non. qui sont sur le terrain. C'est une responsabilité politique, c'est Tout de à fait, donner les budgets pour qu'on puisse tout engager à des fait. spécialistes Mais, qui soient formés à ça. mais donc, ce qui est important, c'est que les chiffres de prévalence, donc la plupart des chiffres de prévalence qu'on a, donc ces chiffres comme un enfant sur 100, un enfant sur 70, même il y a des prévalences plus élevées, sont des chiffres qui sont basés sur les enfants, hein, d'habitude. Oui. Et donc, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup plus de gens qui sont pas diagnostiqués, qui passent sous le radar adulte. Hein. Oui, voilà. OK. Vous avez répondu. C'est ça l'idée. Mais voilà, c'est possible que la prévalence de l'autisme augmente, mais elle peut aussi diminuer. En fait, ça dépend des critères qu'on adopte réellement. OK. Eh bien, merci pour cette réponse. On vous retrouve l'année prochaine pour l'opération Chaussettes Bleues, j'espère, sur place publique et qu'on n'est plus en virtuel. Merci pour toutes vos réponses et on aura le plaisir de vous retrouver ainsi que toute votre équipe. Autisme en Action souhaite remercier toute l'équipe de ACT qui vous soutient depuis des années pour l'opération Chaussettes Bleues et bien d'autres choses. Merci, à très bientôt, professeur. Merci, Flora.